Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le De vous à nous. Aujourd'hui, nous ouvrons un espace d'échange sur un sujet essentiel, mais encore trop souvent entouré de tabous, la santé mentale. Pour nous accompagner, nous recevons Pascal Arnaud de Mental Prève, les formateurs et animateurs d'ateliers sur la santé mentale. Ensemble, nous aborderons des thématiques fortes, l'addiction, les troubles bipolaires, la schizophrénie, les troubles paniques, les symptômes post-traumatiques. On va même parler de violences sexuelles et inceste, mais aussi comment parler de bien-être, d'écoute et d'espoir. Salut Pascal. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va très bien. Tant mieux. Alors, on va essayer de comprendre un peu la santé mentale. Justement, Pascal, comment définirais-tu simplement la santé mentale? Alors, quand on parle de santé mentale, donc il faut d'abord faire référence à la définition de la santé, selon l'Organisation mondiale de la santé, qui est un état complet de bien-être physique, mental et social. Et concernant la santé mentale, en fait, c'est cet état de bien-être qui va nous permettre tout simplement à faire face aux obstacles du quotidien. Alors, je suis très curieuse de savoir qu'est-ce que la santé sociale? La santé sociale, c'est tout simplement cet état de bien-être qui va nous permettre de fonctionner en société, en milieu professionnel, dans le cadre familial également. Bien. Pourquoi est-il important de parler de santé mentale aujourd'hui plus que jamais? Alors, d'une part parce que 2025, c'est l'année de la santé mentale. Au niveau national, le gouvernement a décidé de faire de la santé mentale un des credos au niveau santé. Et c'est-à-dire qu'il faut savoir que la santé mentale a longtemps été laissée de côté, et alors qu'elle fait partie intégrante de la santé de l'individu. Quels sont les principaux troubles ou fragilités que tu rencontres le plus souvent? Alors, déjà pour préciser, c'est-à-dire je précise que je suis formateur, donc je ne suis pas un professionnel de santé. Donc mon rôle, c'est tout simplement d'informer et de déstigmatiser la santé mentale. Donc au niveau des troubles qui seront les plus fréquemment rencontrés au niveau national, on a l'anxiété, la dépression, l'angoisse également. Et le but des formations, c'est tout simplement de sensibiliser, de caractériser ces troubles pour permettre aux personnes qui vont subir ces troubles d'aller vers leur établissement, ou les personnes qui vont observer chez d'autres personnes ces troubles, de pouvoir aider et accompagner. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup en Martinique de personnes angoissées? En fait, beaucoup, quand on dit beaucoup, ça veut dire comparé à ailleurs. Non, c'est-à-dire que de façon générale, on vit dans une société où les angoisses sont présentes. Et la problématique qu'on va rencontrer aux Antilles, et j'en parle assez souvent sur mes ateliers, c'est le contexte culturel et le contexte historique, en fait, qui n'aident pas au rétablissement, parce que tout simplement, on a des éléments qui ne nous aident pas, les tabous, le magico-religieux également n'aide pas. L'exemple que j'aime donner, si vous vous cassez une jambe, vous allez aux urgences. Si vous exprimez une souffrance mentale dans votre entourage, systématiquement, on ne va pas vous diriger vers un professionnel de santé. Ah ouais? On va vous diriger, on va dire, allons à l'église. Les gens ont peur de cet aspect de la santé, concernant la santé mentale. Existe-t-il encore des tabous, des malentendus autour de ce sujet en Martinique? Comment combattre ces choses? Alors, bien sûr qu'il existe des tabous. Au niveau national, il y en a, et au niveau de la Martinique, bien sûr qu'il y en a, parce que, comme j'expliquais, on a des éléments qui ne nous aident pas. On nous a appris à être forts, à mettre nos émotions de côté. On n'a pas été éduqués à la gestion des émotions. Donc, on a encore du mal alors, ces éléments sont en train de changer, mais on a encore du mal à l'apprentissage des émotions. Donc, ce qui ne nous aide pas quand nous allons justement avoir un trouble de la santé mentale, qu'il soit mineur ou majeur. Il y a bien des ateliers que tu proposes. On peut venir dans ces ateliers à partir de quel âge? Alors, concernant les ateliers sur les émotions, ce sont des ateliers qui peuvent être accessibles aux enfants à partir de 8 ans. On peut commencer un peu plus tôt.
C'est-à-dire qu'il y a des outils, en fait, pour que les enfants puissent identifier les émotions, pour pouvoir, quand ça ne va pas, pouvoir exprimer. Donc, ce sont des éléments qui sont en train de changer. Et plus tôt l'enfant fera l'apprentissage des émotions, plus tôt il sera capable d'exprimer son bien-être et son mal-être. Bien, chose qu'on ne faisait pas avant. Te demander, ok, mais ces enfants viennent à toi comment? Alors, parfois, vous avez des demandes des établissements scolaires, sur les centres de loisirs également. Il y a parfois de la demande parce que ce sont des outils nouveaux qui vont justement permettre aux enfants de s'épanouir et de mieux comprendre l'émotion, les émotions, les différentes émotions, justement. Alors, ceux qui sont dans les, je parle des tatis, qui sont dans les centres dont tu parles, c'est elles qui voient si l'enfant a besoin d'aller Alors, en atelier ou pas? non, pas forcément. C'est-à-dire que parfois, sur certains centres de loisirs, les encadrants vont décider d'une couleur pour le séjour, tout simplement. Et s'ils décident de travailler, par exemple, sur le développement et le bien-être de l'enfant, ils auront compris qu'il y a la santé physique, la santé sociale et la santé mentale. Et chez les enfants, l'un des éléments où il est préférable de commencer, c'est justement en fait cette notion sur les émotions, sur l'apprentissage des émotions et leur gestion. Pascal, quelle différence fais-tu entre le bien-être psychologique et la santé mentale? Alors, bonne question. Le bien-être psychologique, en fait, c'est cette notion où psychologiquement, en fait, c'est-à-dire que dans l'ensemble de ses émotions, dans son fonctionnement mental, on va se sentir bien. Concernant la santé mentale, c'est le fonctionnement par rapport aux troubles notamment. C'est-à-dire que il faut savoir que concernant la santé mentale, la santé n'est pas quelque chose de linéaire. On a des moments où ça va bien, des moments où ça va moins bien, comme pour la santé physique. Et plus on sera en mesure d'identifier notre fonctionnement au niveau mental, plus on sera à même d'identifier à quel moment le trouble pourrait apparaître. Il n'y a pas de mal à aller mal, mais le vrai problème, c'est identifier quand ça ne va plus bien et mettre en place les éléments pour aller vers leur établissement, comme pour la santé physique. On vit dans une société où aller mal fait de nous des parias. C'est un petit peu bizarre d'entendre ça. Il n'y a pas de mal à aller mal. Alors, une société où aller mal fait de nous des parias. On nous a appris également dans les proverbes créoles à accepter d'aller mal. Un exemple de proverbe créole. Un exemple, comment on dit ça quand on dit on y doit plier mais pas casser. C'est-à-dire que on nous fait comprendre clairement en fait que on est en mesure de surmonter ces éléments, comme pour la santé physique, mais pour pouvoir surmonter les situations, il faut pouvoir déjà les identifier. Mhm. C'est ça. C'est le couteau savent ça qui en tient Giromont. Oui. Ou encore, forme ces châtaignes, à la rigueur, nomme ces fruits à pain d'autres qui toujours qu'à arriver quoi. Exact. Par exemple, quand vous allez, on traite des ateliers sur les addictions, on comprend en fait tout simplement que justement par rapport à cette expression que nous ne sommes pas toujours tous égaux face aux addictions, en fait. C'est-à-dire que pour avoir fait des formations dans les centres d'addictologie, j'ai été surpris, en fait, l'un des éléments qui va conduire de nombreux hommes à l'addiction, c'est d'une part les violences, en fait, les violences psychologiques. Alors, ça peut venir des parents, et également, en fait, la gestion des chagrins d'amour. Oui. Mine de rien. Oui. Tu animes donc des ateliers sur l'addiction. Quels sont les mécanismes qui mènent à la dépendance? Tu viens de le dire, donc la peine de cœur ou encore la violence, c'est ça? Alors, tout mécanisme, tout élément peut mener à une addiction. C'est-à-dire que on va arriver à une addiction à partir du moment où, au lieu d'aller vers le rétablissement, vers le professionnel de santé, on va compenser
pas en quelque chose de néfaste, Ouais. tout simplement. Mais ça peut arriver très vite et à tous, tout simplement. À tous. Oui. Comment aider justement à en sortir? Alors, sortir de l'addiction, selon moi, c'est déjà prendre conscience de l'addiction. Ensuite, identifier les éléments qui ont provoqué ces addictions et accepter de se faire soigner pour aller vers un rétablissement. Tes ateliers abordent aussi les troubles paniques. Comment apprendre à identifier les crises d'angoisse et les gérer au mieux? Alors, concernant les troubles paniques, c'est déjà, si c'est possible, identifier les éléments qui vont créer ces attaques de panique, en sachant que parfois la personne n'est pas en mesure d'identifier les éléments, parce que ça peut être des éléments profonds, ça peut être des éléments qui remontent à l'enfance. Alors, tremblement de terre, trouble panique chez moi. C'est sûr, c'est au moins déjà arrivé une fois, je ne sais pas où me mettre, je commence à courir partout et je crie très fort. Alors, là, vous avez une attaque de panique, c'est-à-dire que, est-ce qu'on peut parler de trouble? C'est-à-dire que le trouble, en fait, c'est à partir du moment où cette situation va se répéter, D'accord, ok. alors qu'il n'y a pas forcément l'élément déclencheur. D'accord, on est d'accord. Tu travailles également sur le syndrome post-traumatique. Comment accompagner les personnes marquées par des événements violents? Tu m'as parlé d'hommes tout à l'heure qui avaient justement des problèmes d'addictologie par rapport au fait qu'ils ont été violentés dans leur jeunesse. Comment tu accompagnes Alors, encore une fois, je répète, c'est-à-dire que le but des ateliers, c'est vraiment d'informer. C'est d'informer, de sensibiliser pour que les personnes aient les informations. Et à partir du moment où elles auront ces informations, elles vont pouvoir se diriger vers le professionnel de santé. C'est-à-dire que je tiens quand même à préciser que mon but, ce n'est pas d'accompagner, c'est tout simplement d'informer, de déstigmatiser, de sensibiliser pour que chacun puisse comprendre, comme pour la santé physique, vous avez là une grippe, vous avez une entorse, vous allez chez le médecin. Concernant la santé mentale, c'est exactement la même chose. Donc, aller voir un psy. Aller voir un psy, en parler à son médecin traitant déjà. Le pauvre. Oui. Oh, ça fait du boulot. Hein. Oui. Mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'il faut accepter que le médecin traitant est un professionnel de santé, déjà. Donc, il n'est pas là uniquement pour la santé physique. Pour la santé mentale, il va pouvoir vous écouter et vous rediriger vers le professionnel compétent. Dans tes ateliers, tu abordes les conséquences des violences sexuelles et de l'inceste. Comment créer un espace de parole et quand même de réparation pour les victimes? Tu le fais, ça. Alors, puisque tu aides à parler. Mais déjà, c'est justement le but des ateliers, c'est-à-dire que ce qui a été observé, c'est justement de pouvoir libérer la parole sur ces ateliers. Ça va tout simplement diminuer justement d'une part cet état de stress post-traumatique parce que la personne va pouvoir poser des mots sur les mots, déjà, tout simplement, et ça va tout simplement diminuer cet état de stress. Et je pense que l'une des grosses problématiques de notre société, la société locale, c'est qu'on ne nous a pas malheureusement appris à exprimer les choses quand ça ne va pas. Bien. Aujourd'hui, ça se passe autrement, rassure-moi. Les choses sont en train de changer, oui. D'accord. Des ateliers comme les tiens, est-ce qu'il en existe beaucoup ici en Martinique? Alors, c'est vrai que quand moi j'ai commencé, tout simplement sur une formation phare qui était les premiers secours en santé mentale et les premiers secours psychologiques. Et c'est vrai que je me suis vite rendu compte que sur cette formation où on aborde l'ensemble des troubles, mais ce n'était pas forcément suffisant et le public avait besoin d'ateliers plus ciblés sur certaines problématiques pour pouvoir d'une part, s'exprimer en fait sur les situations, modifier également leur comportement quand ils ont été en contact avec les personnes souffrant d'un trouble. Et globalement, ce que je dirais sur l'ensemble des ateliers et des formations, il y a deux éléments importants.
c'est le non-jugement et l'acceptation. Ne pas juger une personne quand elle fait une dépression, ça n'aide pas cette personne. Ne pas également penser, même si on veut l'aider, accepter quand même de ne pas se substituer aux professionnels de santé, parce que ça n'aide pas cette personne en pensant qu'on sera toujours là pour elle. La personne va accaparer les dents, par exemple, et n'ira pas vers le professionnel de santé. Il ne faut surtout pas oublier qu'il y a des personnes, des professions compétentes face aux troubles de la santé mentale. Alors j'imagine, ou je voudrais imaginer, on arrive dans ton atelier et on parle de certains troubles. Ça se passe comment? Tout le monde prend la parole ou tu es le seul à prendre la parole, à expliquer les choses? Alors, généralement, sur un atelier, on va commencer toujours déjà par briser la glace, en fait, pour pouvoir un peu se connaître. Et ensuite, je vais aborder un trouble théoriquement. Et ensuite, ce qui sera mis en place, ce sera des mises en situation pour pouvoir permettre aux gens d'exprimer comment ils auraient fonctionné avec quelqu'un face à un trouble et face aux apports théoriques qui ont été donnés, comment ils vont modifier leur comportement. Pas chose facile. C'est pas chose facile, mais ce que je dirais tout simplement, c'est que pour pouvoir modifier en fait son comportement, il faut tout simplement déjà comprendre que certaines habitudes n'aident pas. Tout simplement, l'exemple des attaques de panique, on a souvent tendance à dire à quelqu'un ça ira. Ça sert strictement à rien, tout simplement, par exemple, parce que la personne n'est pas consciente de ce qui lui arrive et nous-mêmes, en fait, quand on n'est pas formé, on va dire cette phrase parce qu'on est totalement dépassé par la situation, alors que avec un peu de formation, avec de l'acceptation et du non-jugement, on pourrait, par exemple, tout simplement dire je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais je suis là pour toi. C'est totalement différent. C'est totalement différent. Voilà. Choisir les bons mots pour accompagner les personnes. Quels sont les principaux facteurs de risque qui favorisent les troubles mentaux? Alors, concernant les troubles mentaux, on a, alors, essentiellement en Martinique, on a l'histoire qui ne nous aide pas vraiment parce que faut pas oublier que nous sommes nés d'une histoire traumatisante et on a encore beaucoup de mal à en parler. On a également certains facteurs sociaux, la précarité, qu'on a tendance également à masquer parfois. On a certains facteurs biologiques qui n'aident pas. Le fait d'avoir été en contact avec des personnes avec des troubles qui ne se sont pas fait soigner, en fait, on va parfois, par mimétisme, répéter les schémas. Je suis estomaquée. Pourquoi? Parce que je voyais pas ça du tout comme ça. Je me dis, alors on se met à côtoyer des gens, et effectivement, ils ont une pensée, et leur pensée, à force de les côtoyer, nous ramène à faire comme eux? Oui, bien sûr, mais alors on parle des gens, mais dans le cadre familial, c'est souvent comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des éléments qui ont été Souvent répétés. souvent répétés, quel exemple je pourrais donner on ne va pas à la mer le vendredi saint. Moi, j'ai toujours eu cette information. Et c'est vrai que, étant quelqu'un de la mer, je me suis toujours abstenu d'aller à la mer ce jour-là. À force d'avoir entendu, on ne va pas à la Exactement. mer le vendredi saint. Voilà. Comment l'environnement familial et social influence-t-il la santé mentale? Le fait de répéter, certes, à chaque fois les mêmes choses, mais encore. Alors, les facteurs sociaux, c'est la précarité, le fait de ne pas pouvoir joindre les deux bouts, vivre dans des conditions d'habitat difficiles, tous ces éléments ne vont pas aider. Oui. C'est qu'on n'est pas assez fort. Non, c'est-à-dire qu'on vit dans des... Mais c'est pas toujours simple de vivre dans des conditions, on ne sait pas où on va pouvoir finir le mois. Ça nous arrive à tous. Oui, et ça génère de l'anxiété, oui. D'accord. Il est vrai. Oui.
Donc, tout le monde a cette part d'anxiété. Et le but, en fait, c'est tout simplement de l'accepter et de comprendre qu'il n'y a pas de mal à vivre des moments d'anxiété. Par contre, à partir du moment où ça va altérer notre fonctionnement, ça va modifier et altérer notre fonctionnement, là, il faudra se poser des questions. Quelle est la chose la plus difficile que tu aies pu voir par rapport aux troubles de la précarité? Alors, généralement, le problème avec la précarité, c'est que ça va générer un trouble, l'anxiété ou la dépression. Le problème avec l'anxiété et la dépression, c'est que on va coupler malheureusement un moment où on n'y arrive plus avec une consommation de substances, en fait, qui va générer l'addiction. Et la grosse problématique par rapport à ces troubles, c'est que une fois que la personne aura un comportement addictif, au niveau de l'entourage, on va plus identifier, selon moi, le comportement addictif que le trouble associé. Je vois. Le travail et la pression professionnelle peuvent-ils être des déclencheurs majeurs? Mais bien sûr, oui. Surtout dans... Oui, bien sûr, oui. C'est-à-dire que on a également un atelier sur l'épuisement professionnel où j'apprends aux personnes présentes d'identifier les symptômes de l'épuisement professionnel. Et la grosse problématique quand je fais ces ateliers, c'est que on nous a tellement appris et imposé à être performants au travail que les personnes qui souffrent d'épuisement professionnel n'auront pas toujours cette lucidité d'admettre que c'est la situation professionnelle qui génère les troubles. Ils vont souvent aller vers le cadre familial qui s'est forcément un peu dégradé vu le trouble qui est né en fait. Et les gens ont souvent du mal parce qu'on nous a toujours appris cette notion de posture au niveau professionnel. On va parler de l'impact sur la société. Quels sont les coûts humains et sociaux lorsque la santé mentale est négligée? Alors, on va observer les arrêts de travail En masse. en masse, tout simplement. Il est également, alors, au niveau des maladies professionnelles, en fait, la grosse problématique des maladies professionnelles, c'est qu'il faut pouvoir prouver que c'est uniquement la situation professionnelle qui a créé cette maladie. Et concernant la santé mentale, ce n'est Chaud. pas. C'est chaud, oui. C'est très difficile. Justement, comment les entreprises devraient-elles prendre en compte le bien-être psychologique de leurs employés? Alors, tout simplement, déjà commencer par sensibiliser sur les risques psychosociaux, former les salariés sur, d'une part, le secourisme en santé mentale. Également, selon moi, alors j'ai une formation en fait que j'ai créée cette année, c'est la formation de préventeur en santé mentale qui doit permettre tout simplement aux individus en entreprise, d'une part, d'avoir les éléments, la théorie sur la santé mentale, d'observer les dégradations des situations de travail, toujours pour de la prévention, gérer, comprendre en fait l'origine parfois des conflits, et également une partie sur les risques psychosociaux, faire de la prévention globalement. Ne pas oublier, d'une part, il ne faut pas oublier une chose importante, c'est que la santé des salariés est sous la responsabilité de l'employeur. Et quand je dis santé, c'est la santé physique et la santé mentale. Mentale, très important. Les établissements scolaires font-ils suffisamment pour accompagner les jeunes en difficulté? Alors, les établissements scolaires mettent en place des éléments. Cette année, il y a un protocole santé mentale qui est mis en place dans les établissements scolaires. Après, il appartient au rectorat, en fait, tout simplement de former les personnes sur la santé mentale pour pouvoir échanger avec les élèves. Encore chose pas facile. Alors, c'est pas facile, mais c'est-à-dire que il faut pas oublier que faut pas oublier que l'école est vraiment le dernier rempart face à la rue, face aux violences. Et on se retrouve, c'est pas facile, mais il faut pas oublier une chose importante, c'est qu'on se retrouve dans des situations
sociétale qui se dégrade énormément. Mais justement, est-ce que les réseaux sociaux ont-ils un impact positif ou négatif sur la santé mentale des jeunes? Alors, sur les dernières lectures que j'ai faites, euh, on a observé beaucoup d'isolement face aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que il faut pas comparer les époques, mais il y a une vingtaine d'années, vous avez, les réseaux sociaux n'existaient pas comme maintenant. On échangeait beaucoup plus, et c'est vrai que on a observé une dégradation de la santé mentale. Euh, je préfère dire la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Ne pas stigmatiser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça reste quelque chose d'extraordinaire, d'intéressant, mais la mauvaise utilisation des réseaux sociaux ne favorise pas la santé mentale. Quels sont les professionnels qui peuvent intervenir dans l'accompagnement de la santé mentale? Alors, étant donné que les tabous, en fait, les tabous locaux, je conseille. Si vous allez voir un psychologue, c'est quand vous fou. Oui, mais c'est ce qui se dit. Donc, le premier professionnel de santé, le médecin traitant. Oui. Alors, ce que j'aime dire également concernant le médecin traitant, c'est que le médecin traitant, quand ça est en train de changer également, le médecin familial, quand vous allez discuter d'un trouble qui semble arriver, le médecin aura peut-être des éléments à apporter parce que il discute avec la maman, le papa, les frères, et il sera peut-être au courant de certaines problématiques familiales. Bien. Que penses-tu des infirmières, des coachs, parce que des coachs, il y en a des centaines et des centaines, des psychiatres, puisque j'ai parlé du psychologue, mais des psychiatres dans l'accompagnement? Alors, globalement, ce que je dirais, c'est vrai que tu as parlé des coachs. Ce que je suggère et je conseille à l'ensemble des personnes, c'est de s'assurer quand elles vont vers quelqu'un que ce soit un professionnel de santé, que ce soit un psychiatre, psychologue, ergothérapeute, voilà. Et il y a des psychothérapeutes formés, il y a des thérapeutes certifiés. S'assurer que ce soit des professionnels de santé. D'accord, mais quelle est la place des thérapies alternatives comme la méditation, le yoga, la sophrologie dans le bien-être mental? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de mal à essayer ces alternatives qui ne vont pas à tout le monde. C'est-à-dire que c'est comme les médicaments, tout simplement. C'est-à-dire que essayer, savoir si ça nous fait du bien, si ça ne nous fait pas du bien, changer, tout simplement. Question plus légère et personnelle, quel est ton rituel de bien-être favori au quotidien? Alors, c'est vrai que la méditation, oui, depuis quelques années, et la mer également. Voilà, c'est ce que je dirais. D'accord. Quelle petite chose simple ou symbolique te redonne le sourire même dans les moments difficiles? La famille. Important. Si tu devais donner un mot-clé positif pour définir la santé mentale, lequel choisirais-tu? Le mot-clé, la résilience. Tu as certainement rencontré des histoires de résilience. Peux-tu nous partager un exemple qui t'a marqué? Alors, un exemple de résilience qui m'a marqué. Là, on va sur un côté très personnel, en effet. Une fois, j'ai rencontré en fait un individu en fait qui a été marqué par beaucoup d'éléments négatifs et, et il m'a sorti une phrase d'un film. Il faut la pluie et le soleil pour voir les couleurs de l'arc-en-ciel. Rainbow. Quelles sont les principales peurs que les gens ont avant de consulter un professionnel de la santé mentale? Le jugement. Et le jugement, pas du professionnel, mais le jugement... De tous ceux qui sont autour? Oui, et le jugement familial, souvent, il faut le dire, hein, oui. Mais pourquoi on devrait aller raconter aux autres ce qu'on fait? Mais parce que
Ben, si par exemple vous êtes en couple, vous avez une problématique, la moindre des choses, c'est d'en parler Au conjoint? au conjoint. Mais parfois, c'est-à-dire ça peut être très mal interprété en fonction du vécu de l'autre, des croyances de l'autre également. Ah. Ah bah, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui n'ose pas demander de l'aide? Parce que des fois, c'est vrai qu'on réfute, on n'ose pas. Que ça ne coûte rien en fait et que de sortir des schémas où on pense qu'on pourra se rétablir, on peut parfois se rétablir seul, mais d'accepter la main tendue. Alors, si tu avais justement un message à adresser aux personnes qui traversent une période difficile, lequel serait-il? Ben, comme j'ai dit en fait, hein, la pluie et le soleil pour l'arc-en-ciel. Là, Oui. tu as un petit peu triché, mais J'ai bon. un peu triché en effet parce que je pense que j'ai mes conseils que je suis pour moi et je pense que chaque personne doit trouver ce qui va permettre leur établissement. Et je sais pas si j'oserais donner des conseils, en fait, tout simplement. Mais en tout cas, accepter que, identifier ce qui ne va pas et trouver. On a souvent la réponse, on a du mal à l'admettre. C'est ce que je dirais Alors, j'essaierai de garder ça pour moi après la pluie, soleil toujours viré. également. Bien. Enfin, quelle vision optimiste aimerais-tu partager sur l'avenir de la santé mentale en Martinique? Alors, vision optimiste, je dirais que s'il y a un élément où on doit encore travailler, c'est cette notion de résilience par rapport à notre histoire. Oui, accepter et comprendre, ça reste mon avis, que on a vécu une histoire traumatique. Est-ce pour cela qu'on doit sortir diminué? Est-ce que ce n'est pas justement en ayant vécu ces combats qu'on ressort grandi? C'est ainsi que s'achève cette émission. Je dis ça comme ça, mais je voudrais quand même avoir un contact pour pouvoir, si tu proposes des ateliers, que les gens viennent à toi. Ce serait Alors, j'ai le site internet de Mental Prève, également la page Facebook et la page Instagram. Mental Prève. Ça s'écrit comment, Prève? Prève pour prévention, P-R-E-V, oui. Merci beaucoup, Pascal, pour tes éclairages, ton expérience et ton engagement, parce que franchement, pour la santé mentale, je trouve qu'il faut s'engager. Et je le répète, hein, je trouve que ce n'est pas chose facile. D'ailleurs, j'aimerais savoir à quel moment tu t'es intéressé à la santé mentale dans ta vie? Très bonne question. Alors, très honnêtement, c'est-à-dire que je me suis souvent, très tôt, intéressé à la prévention des risques et en étant formateur, sauveteur, secouriste du travail. Et par la suite, en fait, j'ai découvert la formation des premiers secours psychologiques et la formation premiers secours en santé mentale qui est arrivée en France fin 2019. C'est une formation qui vient d'Australie, hein, 2019, il y avait le Covid. juste avant le Covid, en Waouh! fait. Voilà. Et après le Covid, on a trouvé au niveau national la nécessité, tout simplement, de mettre en place, comme les premiers secours civiques niveau 1, la formation premiers secours en santé mentale. Et cette formation qui vient d'Australie, qui également, en fait, depuis peu, en fait, j'ai la possibilité également de former au niveau, alors je ne veux pas dire international, au niveau caraïbéen, avec la certification australienne. C'est-à-dire que c'est la même forme. Il y a quelques petites différences, en fait, mais parce que la formation internationale aborde beaucoup mieux le contexte culturel des populations. Justement, la santé mentale nous concerne tous, elle fait partie de notre humanité, elle touche notre capacité à aimer, à travailler, à nous relier les uns aux autres. C'est là où je dis que ça devient un peu difficile. En tout cas, merci également à ceux qui travaillent la santé mentale. Tu n'es pas le seul, hein. Ah non, je suis sûr, non. Je ne suis pas le seul. Vous avez... je peux remercier quelqu'un. Oui, je veux Je voudrais bien. remercier le professeur Aimé Charles Nicolas, que je croise pas aussi souvent que je voudrais,
qui m'a beaucoup inspiré, en fait, par son dynamisme, son humour, en fait. C'est quelqu'un d'exemplaire. Bien, c'est Voilà. fait. Il a été salué. En tout cas, chers vous qui nous regardez, prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous entourent. À très bientôt pour une nouvelle émission. Merci à toi. Merci.